Romain, je suis l'animateur. Je vous laisse prendre place à côté de vos collègues et on va démarrer. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le Forum Interclimat. Nous sommes ici en compagnie de plusieurs acteurs sur cette conférence intitulée « Comment profiter de la chaudière biomasse en tertiaire », que ce soit sur le neuf ou sur la rénovation. Le SFCB, le syndicat français des chaudiéristes biomasse, et Uniclimat sont avec nous. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue sur cet espace conférence. Le plus simple est que je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter et ensuite mener notre conférence. Nous nous retrouverons par la suite pour une séance de questions-réponses. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous, David Martin, Société SB Thermique. Donc, nous intervenons depuis 23 ans sur le marché français avec le fabricant autrichien Hertz. Alors bonjour à tous, Valérie Laplagne pour Uniclimat. Uniclimat, c'est le syndicat des industriels du génie climatique. Bonjour, Samuel Koch, Froling, fabricant de chaudières biomasse autrichien, et on est présent en France depuis une vingtaine d'années. Bonjour, Nicolas Villerval, donc Société Isomat France, constructeur de chaudières biomasse aussi. Donc là, je représente le SFCB, syndicat français des chaudiéristes biomasse, dont je suis le vice-président. Le syndicat français des chaudiéristes regroupe tous les chaudiéristes biomasse actifs en France. Donc nous sommes une bonne douzaine. Donc il y a de la concurrence, il y a de quoi fournir le marché, une bonne émulation. Nous sommes regroupés dans ce syndicat pour effectivement promouvoir la chaudière biomasse sur le marché français. Donc pour démarrer, la biomasse énergie. Donc voilà, donc pour replacer un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que font ces chaudiéristes biomasse? Globalement, on le voit ici, du bois déchiqueté, plaquettes forestières, plaquettes bocagères et paysagères, plaquettes de scierie, du granulé bois et de la biomasse agricole. Donc ça vous montre un petit peu la palette de combustibles qu'on est capable d'adresser. Grosso modo, c'est tout ce qui concerne la biomasse sèche. Donc dès qu'on a de la biomasse sèche, on est capable d'en faire de la chaleur. Les atouts environnementaux de cette biomasse énergie sont absolument indéniables. C'est une énergie écologique, énergie renouvelable, avec une limitation des gaz à effet de serre. Le GIEC a clairement classé la biomasse énergie comme une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre et faible émission de polluants atmosphériques. On va regarder un petit peu dans la présentation parce qu'il faut tout de même prendre nos responsabilités et traiter ce sujet avec beaucoup de responsabilité. Donc on fait aussi partie des acteurs qui cherchons à réduire les polluants. Alors quand on parle de polluants, attention, on ne parle pas de CO2. Le CO2, le bois énergie n'en fait pas, mais on parle plus des polluants du type des NOx, des SOx et des poussières. Donc sujet qu'on va traiter, puisque la biomasse énergie en émet, mais on les réduit progressivement. Et puis c'est une solution dynamisante pour les territoires, puisque c'est une énergie sur laquelle on utilise les ressources locales, on crée de l'emploi local. Donc ça, c'est un point effectivement très important, favorable à la biomasse énergie. On utilise aujourd'hui des solutions techniques fiables, éprouvées, puisque la biomasse énergie existe maintenant depuis, je dirais, la nuit des temps. C'est tout simplement le bon vieux feu de bois, mais qui a été modernisé avec les révolutions industrielles et plus particulièrement avec la révolution durable, ce que j'appelle la révolution durable, qui date maintenant d'il y a une vingtaine d'années, où on a, je dirais depuis 20 ans, on a énormément fait évoluer la biomasse énergie vers plus de rendement et moins de polluants. Voilà. Donc, avec des machines qui sont tout à fait fiables. D'un point de vue économique, c'est une énergie évidemment très intéressante. On est sur des coûts d'énergie primaire qui sont de l'ordre de 3 à 4 fois inférieurs à ce qu'on trouve dans les énergies fossiles. Énergie fossile, donc gaz ou fioul, ou même si on compare par rapport à l'électricité, et même si on compare par rapport à une PAC,
une PAC avec un bon coefficient de 2,5, 2,5, 3, on arrive à des coûts qui sont 2 à 3 fois inférieurs en biomasse énergie. Donc en termes d'énergie primaire, la biomasse énergie aujourd'hui est véritablement l'énergie la moins chère et celle qui a en rapport coût-puissance, puisqu'on peut atteindre des puissances très importantes en ayant des coûts extrêmement faibles. Alors on le voit ici un petit peu plus dans le détail, pour terminer sur ce préambule, où on voit effectivement les coûts en énergie fossile. Vous voyez, le coût de l'énergie primaire représente 85%, en plaquettes bois, le coût de l'énergie primaire représente 35%. Voilà, donc là, on voit bien effectivement à ce niveau-là le coût de l'énergie primaire qui est extrêmement avantageux en ce qui concerne la biomasse énergie. Voilà, donc on va véritablement commencer sur la partie donc, qui concerne la conférence, la biomasse énergie dans le secteur tertiaire et comment on applique ça. Donc aujourd'hui, comme il a été dit précédemment par Nicolas, la biomasse représente pas mal de combustible. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve très couramment, et notamment en installation tertiaire, ça va être le granulé et la plaquette. Donc la plaquette, ce qu'on appelle plaquette, c'est le bois déchiqueté, sera l'énergie qui sera toujours la plus économique. Toutefois, on a des contraintes d'installation avec de la plaquette, puisqu'il faut un volume de stockage assez important, des livraisons qui vont être effectuées par des camions assez régulièrement. Donc pour ceci, en fait, on va trouver quand même une certaine logique, je dirais, d'utilisation de la plaquette sur des puissances assez importantes. En l'occurrence, généralement, à partir de 150-200 kW jusqu'à plusieurs mégawatts. Et le granulé, lui, généralement, on va le trouver sur des installations de taille un peu moins importante, jusqu'à environ 200-300 kW, voire un petit peu plus. Mais le granulé apportera un avantage en termes de volume de stockage, et la plaquette apportera, elle, un avantage en termes d'économie directement d'énergie primaire, prix d'énergie primaire. Pause. Ah. Donc, on va pouvoir... Pardon. Vous avez ici à l'écran une installation type de chaufferie réalisée avec de la plaquette, où on va trouver sur la gauche un silo enterré. Donc les camions vont arriver pour déverser le bois régulièrement en fonction de la puissance de l'installation. Ensuite, on va avoir un système, donc ce qu'on voit au sol, hein, ça ressemble à des échelles. On appelle ça un fond racleur. C'est typiquement une installation, une technologie qu'on va employer sur une grande partie des installations collectives. Ensuite, on va, grâce à ce système, extraire le combustible, puis le transférer. Vous voyez sur la droite une vis qui remonte à la verticale. Ça permet tout simplement d'alimenter une chaufferie qui sera réalisée en rez-de-chaussée, parce qu'il est plus simple généralement de réaliser les chaufferies en rez-de-chaussée. Sur cette même partie, donc, on voit une chaudière, hein, qui est grise avec du vert. Cette chaudière, elle va permettre de brûler le combustible, elle va permettre d'en ressortir l'énergie. On va pouvoir évacuer les cendres, parce que quand on brûle du bois, on produit des cendres. Ces chaudières sont complètement automatiques, elles vont s'allumer, elles vont s'éteindre, elles vont sortir automatiquement les cendres. Là, on voit qu'on a un petit parcours de vis sans fin qui nous amène vers une benne verte, plutôt vers la droite de la chaufferie. Donc ça veut dire qu'en termes d'exploitation, le mainteneur va s'occuper de l'approvisionnement du combustible, de l'évacuation des cendres, et après, la chaudière sera là pour alimenter les besoins d'une installation, d'un réseau de chaleur, peu importe. Alors, petite particularité, entre la chaudière et la benne à cendres, on a un traitement des fumées. Vous aurez une explication bien plus importante à l'issue de ma discussion, je dirais. Mais aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont très courantes, le traitement des fumées sur les installations biomasse. Là, vous avez à l'écran une installation réalisée avec du granulé.
Donc on est sur une installation de taille moins importante en puissance. On a un stockage granulé qui a été réalisé, bétonné simplement. On voit sur la droite 2 raccords qui permettent la livraison du granulé, comme on pourrait quasiment le voir avec du fuel. On a un camion, 2 tuyaux, on vient livrer du granulé. Le silo a été équipé avec des planches comme on le voit parce que le granulé va réagir comme du grain, il va tomber automatiquement sur une vis. Et en fait, on voit 2 autres tuyaux qui vont vers la chaudière qui est grise et rouge tout à gauche. Donc là, on a typiquement une installation granulée qu'on peut voir dans une maison individuelle, mais jusqu'à de l'installation collective tertiaire, jusqu'à plusieurs centaines de kilowatts. Donc voilà, une installation assez classique comme on la voit très couramment en granulé, complètement automatique encore une fois. Alors, le choix technique, choix granulé, ça va être une analyse, une étude. Bien sûr que la puissance, elle va rentrer en ligne de compte. Les attentes du maître d'ouvrage, évidemment. Les accès au site, l'espace sur le site, la disponibilité du combustible. Parce que le raisonnement, le Bois Énergie, c'est de valoriser au maximum une énergie locale. Donc à chaque fois, je dirais, l'étude est faite de manière à valoriser le combustible qu'on peut trouver à proximité du site de la chaufferie. Ensuite, on va prendre en compte effectivement la capacité de maintenance du maître d'ouvrage. Est-ce qu'il peut lui-même intervenir? Est-ce qu'il a besoin de faire appel à des spécialistes? Et puis au final, il y aura l'aspect coût du combustible, où là, effectivement, selon les puissances, on va trouver évidemment la meilleure économie possible avec la plaquette que vous voyez sur la droite, sur le slide, pardon, et puis le granulé qui apportera d'autres avantages, mais qui restera un petit peu plus cher que la plaquette. Merci. Donc on va vous présenter quelques exemples de réalisation pour montrer un peu l'étendue des solutions qui existent. Donc je commence avec l'exemple d'un petit hôtel de 32 chambres en Normandie. C'est un bâtiment qui datait du 19e siècle et le gérant s'est lancé dans une démarche éco-responsable assez poussée. Donc ils ont cherché à faire une rénovation globale du bâtiment. Ils ont isolé, ils ont changé les fenêtres, ils n'ont pas juste mis une chaudière biomasse, ils ont rajouté du solaire. Et puis ils se sont fait accompagner par un bureau d'études pour gérer ce chantier. C'est ce bureau d'études aussi qui est allé chercher les subventions au niveau de l'État, les subventions au niveau même européen, qui a permis de payer une bonne partie de l'installation. C'est une installation qui est en granulé. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Notamment, comme c'est un bâtiment ancien, malgré tout, il y a un besoin de haute température et d'alimenter des radiateurs. Et donc la pompe à chaleur n'était pas forcément indiquée. Et puis vis-à-vis de la plaquette, il n'y avait pas énormément de place pour mettre un silo à bois déchiqueté. Donc ça a été le granulé. Alors on voit quelques photos. Donc, vous avez la cour de l'hôtel. Sur la droite, vous voyez le réservoir, le silo à granulé ici, avec les 2 raccords de remplissage dont on parlait. Et puis à côté, vous avez la porte de la chaufferie. Et donc vous voyez les chaudières ici en chaufferie avec la cheminée. Vous voyez ici un petit peu les tubes d'aspiration du granulé. Et puis à côté, vous voyez le silo à granulé, donc qui doit faire à peu près 2 mètres par 2 et qui sert de stockage comme on pouvait avoir des cuves de fuel. Donc une installation réalisée sur une clinique où en fait la volonté était de diminuer la consommation du gaz existant et donc d'intégrer une chaudière granulée. L'objectif est d'arriver aux environs des 75 à 80% de l'énergie consommée avec du granulé et non plus avec du gaz. Donc pour ceci, il a été mis en place une chaudière de 200 kW granulé, un silo de 4 par 5, donc là on parle de surface, 20 mètres carrés, avec un volume utile de 40 à 50 mètres cubes. Pour donner une idée, un camion granulé va faire assez souvent 20-25 mètres cubes de volume. Donc on essaye de dimensionner pour qu'on ait de la réserve et qu'on ait suffisamment d'espace pour pouvoir livrer un plein camion afin d'optimiser les coûts de livraison. Donc le système de transfert se fait par vis sans fin et
particularité de l'installation, on a une chaudière qui est équipée d'un électrofiltre. Alors, ce qu'on trouve de façon systématique sur des puissances entre 500 et 1000 kW aujourd'hui, là, ça avait été demandé par le maître d'ouvrage pour avoir l'installation la plus clean, je dirais, enfin la moins émissive possible en termes de poussière. Donc, vous voyez au-dessus de la chaudière, là, on voit un système de captation des particules fines émises en base. Autre exemple, l'IME de Saint-Émilion. Donc, c'est un institut médicalisé avec notamment un bâtiment pour enfants qui était assez ancien, qui nécessitait une grosse rénovation. Et donc, dans cette démarche de rénovation, il y avait aussi la recherche de pouvoir mettre une énergie verte, puisque à l'origine, c'était chauffé par des chaudières au gaz. Donc là aussi, il a pu y avoir des aides pour soutenir le passage sur la biomasse. Et en l'occurrence, ces deux chaudières à bois déchiqueté de 180 kW, il y avait ici justement un fournisseur à proximité qui permettait d'avoir un combustible facilement accessible et à faible coût. Il y a un agent technique sur site qui peut s'occuper régulièrement de l'entretien, au moins de passer en chaufferie. Les chaudières gaz ont quand même été conservées en secours. Et puis on a installé encore ici aussi des chaudières avec un électrofiltre intégré pour limiter les émissions de poussière. Vous voyez ici le plan de l'installation rapidement, ici en plan et puis au-dessus en coupe. Donc vous voyez les deux chaudières. Chaque chaudière est associée à un décileur rotatif, donc c'est un équipement qui tourne avec des pales et qui va aller chercher le bois dans le silo. Et puis vous avez une vis sans fin qui va ramener le bois jusqu'à la chaudière. Donc ici le silo. Et puis ici un système de remplissage du silo par vis. Donc vous avez une trémie dans laquelle le camion va béner. Il y a une vis sans fin au fond. Il y a une deuxième vis verticale et ensuite on va éjecter le bois dans le silo. Et puis on voit le ballon tampon ici dans la chaufferie. Donc une fois que c'est réalisé, ça ressemble à ça. Vous avez les deux chaudières biomasse. On voit ici, on distingue un peu la vis qui ramène le bois. La chaudière gaz au fond qui a été conservée pour le secours. À gauche ici, on voit le silo quand il est vide. Vous voyez bien les deux décileurs rotatifs avec la vis sans fin qui va sortir le bois. Et puis à droite, vous avez notre système de remplissage. Alors ça, c'est encore pendant les travaux. Ensuite, il y a une trappe qui va dessus. On peut mettre une trappe, on peut mettre une grille. Et dans tous les cas, le camion va se rapprocher, va soulever sa benne et déverser dans cette trémie. La vis va se mettre en marche. La vis verticale va prendre le relais. Et puis, on va injecter le bois directement dans le silo. Alors, autre exemple, avec le Learning Center de Clermont-Ferrand, donc construction complètement nouvelle, avec la création d'une chaufferie granulée gaz. Donc encore une fois, l'objectif c'est d'obtenir généralement environ 80% minimum de consommation d'énergie avec le granulé, et puis d'avoir une chaudière gaz en appoint s'il fait très froid, et en secours également. Donc la chaufferie, elle est composée de deux chaudières de 150 kW. On a le même principe que vous avez vu également, donc c'est-à-dire sur la droite, on voit deux disques qui sont en fait décrits par le décileur rotatif, et via des vis sans fin, on va ramener le combustible vers la chaudière, enfin vers les chaudières. Donc là, on a une chaufferie qui a été réalisée je dirais en correspondance des attentes du maître d'ouvrage, c'est-à-dire une chaufferie granulée pour chauffer des bâtiments universitaires, donc avec ces deux chaudières de 150 kW. Ici, le projet de la mairie de Lacanourgue, qui est une petite ville assez touristique en Lozère, qui avait plusieurs bâtiments en centre-ville, qui avaient des chaufferies vieillissantes au fioul et qu'il fallait changer. Et donc la réflexion, ça a été de dire, plutôt que de changer les chaufferies une à une, de faire un réseau de chaleur sur le centre-bourg qui alimenterait les différents bâtiments et qui serait du coup à la biomasse. Alors au vu de la puissance, la question s'est posée de faire de la plaquette. Il y a quand même plusieurs critères qui ont fait qu'on est parti sur du granulé finalement. C'est que d'une part, il n'y avait pas beaucoup de place dans ce centre-ville qui est assez touristique. Il n'y avait qu'un petit bâtiment, je vous montrerai la photo après, qui ne permettait pas de faire de la place pour une chaufferie à bois déchiqueté de cette puissance-là.
Il y avait aussi une commune qui n'avait pas forcément les moyens techniques d'entretenir une chaudière, une chaufferie à bois déchiqueté. C'est un chantier qui a été piloté par le SDEE de la Lozère, donc syndicat départemental des énergies et équipements, qui est un animateur du bois énergie sur le département de la Lozère, et qui a permis à la commune d'être accompagnée pendant tout le chantier. On voit qu'ils ont fait quand même des belles économies d'énergie dès la première année. Et puis ici aussi, on a intégré des électrofiltres sur les chaudières. Donc ici, vous voyez au milieu le bâtiment existant où on a la place de rentrer les chaudières, mais pas plus. Et donc on a créé une annexe d'un côté pour le silo, une annexe de l'autre côté pour le ballon tampon. Et voilà ce que ça donne en pratique. À gauche, vous voyez bien le bâtiment pendant les travaux avec les deux adjonctions. Et puis à droite, la version quand c'est fini. On voit qu'ils ont quand même réussi à faire un petit travail architectural sur les annexes pour pas juste ajouter un cube de béton sur un bâtiment ancien. Et puis vous voyez les chaudières à l'intérieur. Donc là, on les voit d'un peu plus près. À gauche, les chaudières. Et puis à droite, là, un petit zoom sur le système d'aspiration des granulés. Alors ici, c'est un système un peu particulier. C'est pas exactement une vis, c'est des sondes qui sont posées au fond du silo qui permettent de valoriser un peu toute la surface du silo. Alors voici un exemple qu'on trouve assez régulièrement donc en chauffage plaquette, assez souvent. Donc on est sur des bâtiments assez énergivores, les centres aquatiques. Aujourd'hui, bien souvent, on est sur des puissances de l'ordre de 300-400 kW, voire plus. Des consommations, je dirais, toute l'année. Et là, on a une installation qui a été réalisée, donc c'est en Haute-Savoie, les carreaux d'Arrache, c'est à 1500 mètres d'altitude. On a une installation qui a été réalisée en 2013, donc qui a 11 ans aujourd'hui. L'objectif, c'est de couvrir le maximum possible, de fournir le plus d'énergie possible avec le bois. Et ça a été le cas. Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion de la visiter l'année dernière, cette année plutôt. Et en 2024, ils ont tourné à 100% au bois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une chaudière gaz d'appoint, mais au mieux, ils vont pouvoir gérer l'approvisionnement, le suivi de la chaudière. Eh bien, au mieux, la couverture sera. Et là, en l'occurrence, c'est 100% bois. Donc, tout l'intérêt, c'est là, il y a un gros intérêt économique parce que quand le bois et le gaz, ça fait un gros écart. On a un volume qui n'est pas très gros, 70 mètres cubes sur cette chaufferie. Maintenant, l'approvisionnement est très local et il gère finalement assez régulièrement les livraisons. On a une installation à réaliser avec des décileurs, comme vous avez vu précédemment. Installation finalement assez classique, mais très... qui représente bien l'intérêt économique du bois énergie sur des bâtiments de ce type où on a des très grosses consommations. Donc là, vous voyez à gauche la chaudière et puis à droite le stockage de bois déchiqueté. Donc on voit à peine, mais il y a une vis au-dessus. Donc c'est un système un peu comme une soute à charbon. Le bois est livré par des camions et puis on a un système de vis qui vont remplir le stockage de combustible. J'enchaîne avec le réseau de chaleur de Plumeur, donc c'est en banlieue de Lorient. Donc c'est un réseau de chaleur urbain qui a été mis en place par la société publique locale Bois Énergie Renouvelable. Donc cette SPL, c'est un véhicule qui existe mais qui n'est pas forcément très courant, qui a été mis en place par la commune de Lorient il y a déjà peut-être 20 ans et qui donc développe pas mal de réseaux de chaleur sur toute l'agglomération de Lorient et qui prend en main non seulement le pilotage du chantier, mais qui fait ensuite l'exploitation et puis qui fait même maintenant qui a internalisé l'approvisionnement. Donc ils font eux-mêmes leur propre bois déchiqueté parce qu'ils ont déjà un certain nombre de chaufferies à alimenter. C'est ici aussi un investissement qui a été pas mal subventionné par l'ADEME à plus de 50%. Et ils arrivent là aussi à des taux de couverture de bois qui sont très proches de 100% à l'année. Donc on voit ici, alors la chaufferie a été faite sur 2 niveaux. Donc ici la partie chaudière et puis en contrebas le silo, là vous voyez la toiture. Et à l'étage du dessous, donc vous avez des décileurs. Vous avez la même chose en coupe. Ici le silo. Donc le camion vient, la toiture du silo est coulissante, peut s'ouvrir et donc le camion vient béner. Et puis ensuite, le bois remonte ici par cette vis et arrive jusqu'aux chaudières. On voit ici la chaudière. Ça c'est une chaudière de gamme industrielle donc qui fait 400 kW. On devine derrière la vis qui amène le bois. Donc là la vis d'un peu plus près.
Et puis ici, la toiture du silo donc, qui est coulissante. Et puis on voit que le camion a juste à reculer et puis à béner. Et au fond, on devine les cheminées aussi. Donc, Mailly-le-Camp, là, on vous présente une installation de puissance assez importante, parmi quand même les grosses chaufferies, puisqu'on est sur 2 fois 5000 kW, sur un réseau de chaleur. Donc, Mailly-le-Camp, c'est un très gros camp militaire dans le nord-est de la France, équipé jusque-là au fioul. Donc c'était plusieurs casernes, on va dire, équipées avec du fioul. Il a été créé un réseau de chaleur. Le ministère de la Défense, les IT de Metz, avait la volonté de valoriser la biomasse, avec la particularité d'une volonté de valoriser du miscanthus. Donc le miscanthus, c'est aujourd'hui une énergie qu'on peut produire en France très facilement, qu'on peut récolter assez facilement. Ça ressemble un petit peu à de la paille, hein. C'est un combustible, je dirais, assez facile à produire, très économique, qui apporte pas mal d'intérêt et qui fait partie de la biomasse. Donc là, vous voyez des photos. Donc, tout en haut à droite, on est sur une très grosse chaufferie. On a un stockage de plus de 2000 m3 d'énergie. On a un système de pont grappin, un peu comme on peut le voir dans les déchetteries, qui va automatiquement récupérer le combustible et pouvoir alimenter les chaudières. Donc là, grosse installation dans le tertiaire via un réseau de chaleur. Cette installation est polyvalente, bois déchiqueté, miscanthus. Fonction de ce qu'il est possible d'approvisionner, le maître d'ouvrage ou le mainteneur va directement sélectionner les réglages sur la chaudière qui ont été préétablis. Merci. Merci. Donc, oui, ça parle. Vous pouvez mettre plus fort, c'est bon, ça fonctionne. Merci pour ces références, effectivement, qui couvrent une large palette d'utilisation de la biomasse énergie donc dans le tertiaire, donc de 30 kW comme on l'a vu pour un petit hôtel jusqu'à un camp militaire de plusieurs mégawatts. On voit effectivement que ça s'applique à toutes les tailles, toutes les puissances. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans la biomasse énergie, hein, c'est qu'on peut vraiment répondre à tous les besoins de toutes les tailles de tout type de bâtiments tertiaires. Et avec la puissance et les régimes d'eau à haute température. Hein. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout limité, donc ni en puissance comme on l'a dit, mais non plus en régime de température. On peut monter à des températures jusqu'à 105 degrés. Alors on nous dit, bon voilà, ça c'est le côté puissant, je dirais, du bois énergie. Évidemment, on a nos détracteurs. Hein. Nos détracteurs viennent dire, oui, c'est bien gentil la biomasse énergie, mais qu'est-ce que vous faites de la qualité de l'air? On nous dit souvent ça, voilà. Donc c'est un sujet auquel on fait face, il n'y a aucun problème, puisque la plupart du temps, on nous le met en contre-argument pour, je dirais, ce sont des fuelistes ou des gaziers qui viennent nous mettre ça. Hein, ou voire même, maintenant, on voit la pompe à chaleur qui vient chercher à nous discréditer sur ces sujets-là. Donc sur le sujet de la qualité de l'air, voilà un petit peu un état des lieux. Hein. Alors les polluants, il y en a 3 types. Hein. Il y a les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières. Encore une fois, je ne parle pas de CO2. Le CO2, ça n'est pas un polluant atmosphérique au sens de l'atmosphère d'une ville. C'est un polluant au gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le sujet dont on traite là. Et encore une fois, la biomasse énergie n'en émet pas. Enfin, n'en émet pas grâce au cycle de la nature. Donc les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote, volontairement, on l'a mis en orange. C'est un point sur lequel on en émet plus, on en émet légèrement plus que le gaz, et on en émet beaucoup moins que le fioul. C'est un sujet sur lequel on travaille. Concrètement, la biomasse énergie comporte un tout petit peu la biomasse comporte un tout petit peu d'azote dans sa composition, ce qui fait qu'on a des oxydes d'azote effectivement en sortie. Maintenant, comme on le voit ici, ces oxydes d'azote aujourd'hui sont relativement limités. Alors on n'a pas mis la valeur, mais on est aux environs des 300 mg, pendant que le fioul est plutôt à 600 mg. Donc on est grosso modo à la moitié de ce que fait le fioul. Donc on est plutôt, je dirais, dans le vert par rapport à ça. Sur les oxydes de soufre, il n'y a pas de soufre dans le bois, on a de la chance.
Donc il n'y a pas d'oxyde de soufre émis par le bois. À comparer quand même par rapport au fuel qui en émet 200 à 600 mg, ce qui est assez colossal. Et pour mémoire, le gaz n'en émet pas non plus. Donc on va dire sur les deux premiers, on est plutôt bon. Et on nous met souvent le sujet des poussières en avant. Donc c'est sur le sujet sur lequel on va un petit peu se focaliser pour vous montrer qu'on travaille le sujet et qu'aujourd'hui on arrive à des chaudières qui sont, je dirais, quasiment totalement écologiques. Donc sur le sujet des poussières, la contribution de la biomasse dans le tertiaire, c'est 10 à 15% des émissions de poussière en France. Voilà, donc c'est pas une contribution qui est négligeable. Il faut la traiter, il faut effectivement la prendre en main. Donc voilà, et pour mémoire, les valeurs d'émissions, la biomasse 30 à 300 mg d'émissions, le gaz quasiment nul, et le fuel 20 à 50 mg. Donc là, c'est vraiment le point sur lequel la biomasse énergie doit se focaliser pour réduire ses émissions. Alors pour replacer un petit peu l'enjeu, les particules fines, on parle donc des PM2,5, des PM10 par rapport au diamètre d'un cheveu. Voilà, ça vous donne un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est évidemment des particules qui sont absolument invisibles à l'œil nu. Dès que vous voyez une particule et vous dites « Oh mais c'est ma chaudière biomasse » ou « C'est la chaudière biomasse qui a émis cette particule », si vous la voyez, c'est que ça n'est pas une particule fine. Très concrètement, alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le traiter, mais c'est juste pour dire que ce qu'on voit, c'est pas ce qui est de la particule fine. Quel est l'impact sur l'homme? Bon, ça, il faut... Les études, il y a des études, on peut toujours dire après, mais qu'est-ce qui se passe après ça? Puisque concrètement, ces particules fines, bien, une fois qu'elles sont passées dans le nez, elles passent les protections nasales, elles entrent dans les tranchées artères, le bronche et puis les alvéoles pulmonaires. Alors selon les tailles, les PM2,5 peuvent passer dans les alvéoles pulmonaires. Quel est l'impact derrière? Très concrètement, les études sont en cours, mais il n'y a pas d'études formelles. Mais principe de précaution, on traite, on dit, on n'en veut pas. Oui, il n'y a pas de slide ici sur ce sujet, mais la composition des particules fines, parce qu'évidemment, on peut se poser la question des compositions chimiques. La composition chimique des particules fines, c'est essentiellement des minéraux, donc, dont on peut se dire qu'ils sont inoffensifs. Potassium, calcium et ainsi de suite, magnésium. Il n'y a pas que ça, il y a aussi quelques composés organiques qui peuvent être éventuellement un peu plus néfastes pour la santé. Donc voilà, encore une fois, principe de précaution, on traite. On voit ici sur cette carte l'enjeu des particules fines. Donc très concrètement, on voit qu'il y en a... Alors ça, c'est une carte à un moment donné prise au mois de décembre. Moyennée sur le mois de décembre de je ne sais plus quelle année. Enfin bref, c'est juste pour dire que c'est un enjeu qui touche un petit peu partout. Alors essentiellement quand même les zones urbanisées, on le voit très nettement. On voit très nettement l'est de la France, on voit très nettement la région Rhône-Alpes, on voit très nettement le bassin parisien, le nord de la France, donc qui sont essentiellement les régions urbanisées. C'est effectivement là qu'on retrouve l'enjeu des particules fines, mais toutes les zones urbaines, on va dire, sont concernées. La réglementation, je vais passer très rapidement dessus parce que c'est juste pour dire que nous, on suit évidemment la réglementation. Sur le tertiaire, on est entre 0 et 1000 et on passe rarement au-dessus de 1000 kW. La réglementation aujourd'hui, c'est essentiellement l'ADEME. Il ne faut pas s'y tromper. C'est essentiellement l'ADEME qui nous fait les réglementations parce qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas de réglementation entre 500 et 1000 en France. Il n'y a pas de réglementation au sens légal du terme. Il y a des subventions qui ont des conditions sur les émissions, mais il n'y a pas de réglementation. Donc nous, concrètement, on regarde l'ADEME et on discute avec l'ADEME de savoir quelles sont les émissions qui vont être préconisées année après année pour que nos installations puissent répondre aux subventions. Et ce qui est un point tout à fait non négligeable, évidemment, de notre marché, parce que les subventions ADEME sont assez importantes. Quels sont les filtres qui peuvent exister? Qu'est-ce qu'on met comme type de filtre? Alors pour ceux qui ont déjà eu affaire à la biomasse énergie, il y a du filtre cyclone, du filtre électrostatique, du filtre à manche, du filtre céramique. Ça, ce sont toutes les technologies externes. On va regarder un tout petit peu plus après ce qu'elles sont capables de faire. Et puis il y a maintenant la filtration intégrée qui commence à apparaître de plus en plus parce que les évolutions technologiques font que c'est exactement comme les moteurs thermiques. Les moteurs thermiques, on regarde un moteur thermique des années 80, il émettait un peu de tout et il l'émettait pas très bien. Enfin, je veux dire que très concrètement, on faisait pas très attention aux émissions. Vous regardez un moteur thermique des années 2020, c'est des moteurs qui sont beaucoup moins émetteurs.
Bien de la même façon, les chaudiéristes biomasse, leur moteur dans leur chaudière, on a fait énormément d'efforts et on a maintenant à la fois des meilleures combustions, on a des filtrations intégrées. Là ici par exemple c'est une filtration de double type avec de la filtration électrostatique et filtration par fibre, donc qui permettent effectivement de retenir les particules fines. Bref, tout ça font qu'à la sortie, on est de plus en plus sur des chaudières qui, d'un point de vue natif, sortent moins de 50 mg. Comme on l'a vu dans un des précédents slides, on était entre 30 et 300. Donc maintenant, on est plutôt entre 30 et 50. Concrètement, au-delà de 50, il n'y a quasiment plus de machines qui sont au-delà de 50. C'est pour dire un petit peu les évolutions technologiques qu'on a. Ça, c'est un graphique, tout simplement. On voit les particules fines de la plus fine à la plus grosse. Alors, la plus grosse, typiquement, celle-là, c'est celle quasiment qu'on peut voir. Donc, c'est quasiment pas des particules fines. Il faut vraiment regarder les particules fines volatiles. Et donc, les particules fines volatiles, quels sont les filtres qui sont efficaces? Eh bien, on voit qu'on a quand même pas mal de types de filtres possibles. Le filtre céramique, le filtre à manche, le filtre électrostatique. Et donc, maintenant, les filtrations intégrées. Le filtre cyclone, contrairement aux idées reçues sur les particules fines, il ne sert quasiment à rien. Et puis les résultats, aujourd'hui, ça c'est un peu pour montrer un peu l'enjeu, la responsabilité qu'on a. On a des essais sur site de plus en plus. Donc voilà, donc là c'est un des essais sur site, on a un autre essai sur site ici. Donc on voit bien qu'on atteint des valeurs qui sont en tout cas inférieures à 50, qui sont plutôt proches des 30 ou inférieures à 30. On a vraiment aujourd'hui des efforts extrêmement importants des constructeurs biomasse qui sont faits sur ces aspects-là. C'est de toute façon absolument nécessaire puisque les réglementations vont vers ça, la protection de l'environnement et de la santé va vers ça. Donc très clairement aujourd'hui les chaudières biomasse tendent vers le 30 mg. Donc comme on l'a dit, le seuil des 50 on l'a passé. Maintenant on va vers le seuil des 30 et on va très probablement vers des seuils qui sont de 10 à 20 mg dans les années suivantes. Mais tout ça pour dire qu'on fait notre part d'effort et qu'à la sortie, quand on émet 30 mg par normomètre cube de poussière fine, on est véritablement quasiment dans l'infinitésimal. Donc la contribution des chaudières biomasse va être réduite à quelque chose proche de zéro. Et concrètement, derrière, le vrai enjeu qui émet encore aujourd'hui plus de 60% des particules fines, c'est le moteur diesel. Il ne faut pas s'y tromper non plus. Alors nous, on doit faire notre part de boulot, on le fait, mais les moteurs diesel, c'est plus de 60% de contribution d'émissions de particules fines. Voilà, donc voilà les performances aujourd'hui qu'on atteint. Donc entre 0 et 500, c'est quasiment toujours de la filtration intégrée. On est à moins de 50 à l'heure actuelle. Comme on l'a dit, on tend vers le 30. Et entre 500 et 1000, donc là on rajoute, si on veut aller en dessous, on rajoute de la filtration externe. Et là en filtration externe, on est à moins de 15. Donc on est vraiment sur des performances extrêmement sévères. Et comme je dis, on va vers le 0 particules fines. Voilà. Donc pour la suite, le PEP collectif. Valérie. Alors on va aborder la dernière partie de la présentation avec toujours sur le plan environnemental l'aspect impact carbone que l'on peut rechercher et que l'on doit mener dans le cadre des bâtiments neufs. C'est une obligation, il y a un volet carbone, vous devez le savoir, sur tous les bâtiments neufs. Et donc qui dit impact carbone du bâtiment dit la nécessité que tout ce qu'il y a dans le bâtiment, on puisse évaluer son impact carbone, et notamment c'est le cas pour les chaudières biomasse. Alors pour ça on passe par un PEP. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PEP? PEP c'est profil environnemental produit. C'est une déclaration environnementale de l'industriel sur son produit suite en fait à une analyse de cycle de vie de ce produit. Donc, comment est-ce qu'on procède pour cela? Déjà, au niveau des méthodes, on s'appuie sur le programme PEP Eco-Passeport qui a été édifié dans les années 2010 et qui a établi les règles pour que tout le monde respecte les mêmes règles lorsqu'on fait des déclarations environnementales. Ces règles s'appuient sur des normes ISO, des normes européennes, donc internationales. Et puis plus récemment, on a des règles qui nous sont imposées par la réglementation des bâtiments neufs, la RE 2020. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on trouve dans un PEP? On trouve des informations générales sur quel produit type est concerné par ce PEP, cette fiche PEP, quel est son cadre de validité, par exemple en termes de puissance,
quelle est la masse du produit, quelles sont les matières, toutes les matières constitutives dans ce produit. Et puis ensuite, tout un tableau, plusieurs tableaux même, de déclaration des impacts environnementaux, parce que les impacts, on parle beaucoup de l'impact carbone, mais en fait, il y en a beaucoup. Il y en avait 27 à l'époque, et puis maintenant, depuis 2 ans, il y en a 41. Alors on retrouve l'impact CO2 ou l'impact carbone, mais il y en a beaucoup d'autres. Et quand on fait une ACV, en fait, on a l'obligation de déclarer tous les impacts, parce que d'un point de vue ACV, il ne suffit pas de traiter le carbone s'il y a des reports sur d'autres impacts. Précision également, dans cette fiche, vous allez retrouver les impacts environnementaux à l'échelle de l'unité fonctionnelle, qui est souvent pour une chaudière produire 1 kW de chauffage. Et puis vous allez les retrouver, ces impacts, à l'échelle du produit. Donc par exemple, une chaudière de 70 kW. Alors précision sur les différents types de PEP qui existent. On a des PEP individuels, c'est-à-dire que ça porte sur un produit par un industriel. Et puis on a des démarches collectives qui consistent à rassembler plusieurs industriels autour d'un produit moyen et de faire une déclaration commune, sachant que cette déclaration commune, elle va être pénalisante par rapport à une déclaration individuelle. C'est normal, on a un produit moyen fictif et on pénalise un peu les impacts. À Uniclimat, on a par le passé fait des déclarations collectives sur un certain nombre de produits pour qu'il y ait des données environnementales qui existent sur des produits couramment utilisés dans les bâtiments. Au-delà et à côté de ce PEP, qu'il soit individuel ou collectif, on a des possibilités d'extrapoler les impacts du PEP aux autres produits de la gamme. Ça évite de faire des PEP pour tous les produits de la gamme. Donc on a des coefficients ou des règles d'extrapolation qui permettent de recalculer les impacts sur les autres produits de la gamme à condition que ce soit une famille environnementale homogène. Donc ça permet d'avoir plus de données disponibles en fait pour les produits. Alors quels sont les PEP qui sont disponibles pour la RE 2020? Parce que là c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Il y a la RE 2020 qui s'applique, elle s'applique dans une partie des bâtiments tertiaires. Les seuils se renforcent progressivement et on voit qu'on a des difficultés à atteindre les seuils, notamment les seuils carbone. Donc nous, quand on fait des PEP, nous industriels, on doit les déposer dans la base PEP EcoPasseport et ensuite ils sont transférés sur la base IGNES, qui est la base de référence pour la RE 2020. Si on regarde dans cette base IGNES, quelles sont les données disponibles, les données environnementales au sens large disponibles. Pour les équipements, là, on s'occupe que du lot CVC, on appelle ça le lot 8 dans la RE 2020. On voit qu'il y a, en termes de données environnementales, 646 données environnementales. On a beaucoup de DED, ce qu'on appelle des DED, qui sont des données environnementales par défaut. Alors celles-ci sont très pénalisantes par rapport à des données réelles. Ensuite, on va retrouver 18 PEP collectifs et puis des PEP individuels faits par des industriels sur leurs produits. On en a 361. Donc déjà, la remarque qu'on peut faire, c'est que ça paraît beaucoup, 361 PEP, et en fait, on est loin de couvrir tous les équipements qui s'installent dans des bâtiments neufs. Ensuite, si on rentre dans le détail du lot CVC, on a le sous-lot 8.1 qui concerne les générateurs, que ce soit pour le chaud, le froid ou le CS. On voit que ces données environnementales, elles représentent la moitié. En fait, c'est vraiment ce lot générateur qui est le plus important et aussi le plus impactant dans le lot CVC. Parmi ces données environnementales de générateurs, les PAC représentent aujourd'hui une part importante des déclarations environnementales. Ensuite, quand on rentre un peu plus dans les autres sous-lots, ils sont moins représentatifs. On retrouve le sous-lot émetteur, le sous-lot traitement d'air et des enfumages et les réseaux et conduits. Et d'ailleurs, pour ces réseaux et conduits, on a principalement des données par défaut parce qu'on n'a pas forcément intérêt à faire une déclaration environnementale sur des tuyaux. Alors, pour résumer, donc on a des PEP individuels, des PEP collectifs, des données d'extrapolation et le supplément que nous demande la RE 2020, c'est que les données issues de l'extrapolation doivent être sous la forme d'un fichier format XML. Donc voilà, c'est un format un peu basique lié à Excel, mais c'est une obligation donnée par la RE 2020.
Donc nous, industriels, quand on fait un PEP et qu'on génère des extrapolations pour les autres produits de la gamme, il faut qu'on mette les impacts au format XML pour les rendre disponibles pour les RE 2020. Alors ensuite, où est-ce qu'on trouve toutes ces données environnementales? Eh bien, nous, industriels, on a l'obligation de déclarer toutes ces informations sur la base PEP EcoPasseport. Ensuite, à la demande de l'industriel, ces données sont transférées sur Ignes pour être utilisées dans la RE 2020. Mais on peut trouver, donc ça c'est une obligation, hein, si on veut utiliser ces données pour la RE 2020, ça doit être présent sur la base Ignes. Mais on peut utiliser ces données sur d'autres bases. On a par exemple à Uniclimat une base des équipements du génie climatique et on donne l'accès aussi bien aux fiches PEP qu'aux données d'extrapolation, donc aux fameux fichiers XML. Donc on donne accès à ces données à la référence produit. Vous avez soit la fiche PEP, soit le fichier XML associé. Et également la base Uniclimat, donc la base du génie climatique, sert à alimenter la base Edibatec qui, elle, est utilisée pour un certain nombre de logiciels RE 2020. Alors, en termes d'enjeux, pourquoi est-ce que c'est important de faire des données environnementales? Alors, déjà, il y a un peu ce qui est derrière nous, c'est-à-dire l'application de la RE 2020, c'est depuis 2 ans, depuis 2022. On se rend compte que le lot 8, qui est le lot CVC, il est très impactant. On avait tendance à penser que tout ce qui était construction, produit de construction, c'est ce qui allait peser le plus lourd en carbone. Et bien, en fait, notre lot technique, il est loin d'être négligeable. On va le voir un petit peu plus loin. Ensuite, on a un impact des packs qui est important parce qu'il est associé à l'impact des fluides frigorigènes qui, lui, est impactant en termes de carbone. Et dans le lot 8, eh bien, c'est le sous-lot générateur qui est très impactant. C'est le plus impactant en maison individuelle. C'est le deuxième en logement collectif et pareil en tertiaire de bureaux notamment. On voit qu'il est très impactant ce sous-lot générateur. Or aujourd'hui, si on se projette un peu dans l'avenir, eh ben, les seuils de la RE 2020 et notamment les seuils carbone vont se renforcer et donc, et en plus, combiné à cela, on va avoir de moins en moins le droit, la possibilité d'avoir recours à des données environnementales par défaut, les fameuses DED. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir utiliser de plus en plus de PEP pour les équipements. Et ça va se généraliser. C'est aujourd'hui vrai dès 2025 pour le tertiaire, mais progressivement, ça va être de plus en plus nécessaire, aussi bien pour la maison individuelle que le logement collectif. Alors, pour la chaudière biomasse, puisque c'est notre sujet, on a aujourd'hui une déclaration environnementale collective, donc un PEP collectif qui est en cours, qui rassemble 4 industriels d'Uniclimat et qui couvre une puissance de 70 kW, sachant qu'avec les règles d'extrapolation, on ira probablement de 50 à 100 kW a priori en termes de puissance. Donc ça devrait être disponible d'ici la fin de l'année et donc utilisable pour les bâtiments neufs. Alors pour terminer, pour vous donner un petit peu une idée de cet impact et de cet enjeu en termes d'impact carbone du bâtiment, je vous ai pris 2 exemples. Le cas d'une école tout d'abord qui fait 2785 m². Le graphique de gauche vous montre l'impact carbone dû aux consommations d'énergie. Donc c'est en fait les consommations d'énergie qu'on calculait jusqu'alors, mais qui sont indiquées en termes d'impact carbone selon l'énergie utilisée. Vous avez dans les ronds la solution chaudière bois qui est ici associée à un appoint gaz. Vous voyez qu'en termes d'impact carbone sur les consommations d'énergie, la solution bois, elle se positionne très bien par rapport au seuil vert, là, qui est celui qui est le plus haut, à 240, et même au seuil rouge en dessous, qui est donc le seuil 2025. Il n'y a pas de problème pour la solution bois. Si on regarde le graphique de droite, là, on est sur les impacts carbone construction. Donc, c'est lié à tout ce qui est construction au niveau des matériaux et des équipements. La solution bois, elle est toujours dans le rond rouge. On voit qu'elle passe le premier seuil et le deuxième seuil en 2025. En revanche, on voit que les 2 seuils suivants, qui sont 2028 et 2031, eh bien, ne passent pas.
Et il ne passe pas, pourquoi? Parce que vous voyez qu'en rouge, c'est le lot CVC dont je vous parlais tout à l'heure. Et ben, il est important, ce lot CVC, par rapport aux autres, et qu'aujourd'hui, on utilise des données environnementales par défaut pour compléter ce lot CVC. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher, pour passer les futurs seuils de la RE 2020 en carbone, il va falloir aller chercher des données réelles, des PEP, donc, pour les équipements. L'autre cas, c'est celui d'un collège, donc une surface un peu plus importante, plus de 4000 m². Sur le graphique de gauche, on voit qu'en énergie, on passe haut la main les différents seuils, donc 2020 et 2025, 2022-2025. Et à droite, ben, pareil, enfin, c'est même plus embêtant en fait, c'est-à-dire qu'on passe le premier seuil, mais celui de 2025, eh bien, on ne le passe pas. Et là encore, la partie rouge, c'est l'impact carbone du lot CVC. On sait que ce sont les équipements de chauffage qui sont les plus impactants là-dedans. Et donc, il va falloir qu'on ait cherché des PEP pour réduire l'impact de ce lot CVC. Voilà. Je pense qu'on a terminé nos interventions. Et donc, des questions peut-être? Eh bien, effectivement, c'est ce à quoi nous allons passer. Une séance de questions-réponses. Si vous avez dans le public une question pour nos intervenants. Oui, je vais vous donner le micro. Bonjour à tous, Kevin Francescatis, voué opérateur énergétique en biomasse. J'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui on n'a pas de PEP sur les chaudières biomasse. Alors, pour être plus exact, jusqu'ici on avait un PEP sur une chaudière biomasse individuelle qu'on avait faite il y a quelques temps déjà, et les PEP ont une durée de validité de 5 ans, ensuite il faut les refaire, et ce PEP, eh bien, il est arrivé en fin de validité. À l'époque, je crois que c'était en 2016 ou 2017, on avait souhaité faire un PEP sur une chaudière collective et on n'avait pas recueilli assez de volontaires, parce qu'il faut bien sûr que les industriels soient volontaires pour faire cela. Il faut savoir qu'un PEP, c'est un travail nouveau pour les industriels. Il faut qu'ils aillent chercher dans leurs usines ou chez leurs fournisseurs tout le détail des matières, des consommations d'énergie, de process, etc. Et ça, c'est un travail énorme qui prend beaucoup de temps et qui est coûteux aussi. On fait appel à des consultants ACV. Je ne l'ai pas mentionné, mais il faut faire une vérification par tierce partie dans le cadre de programme PEP EcoPassport. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Quand on fait un PEP collectif, on met plus d'1 an à le faire et coûte de l'argent. Donc on n'a pas forcément des PEP sur tous les produits pour lesquels on aimerait en avoir. C'est une volonté, mais néanmoins, ça a une certaine inertie et ça demande beaucoup de travail de la part des industriels. Une autre question peut-être? Eh bien écoutez, il me semble que nous avons balayé le sujet grâce à vous. Il ne reste plus qu'à vous applaudir. Merci beaucoup pour votre conférence et bravo. Merci. Je vous souhaite à chacun et à vous-même une très bonne continuation sur ce salon Interclimat. Quant à nous, nous nous retrouverons d'ici quelques minutes pour la dernière conférence de la journée, avant bien sûr de poursuivre ces cycles de conférences au Forum Interclimat durant les 3 prochains jours. Merci à tous et bon salon.